Bonjour tout le monde, je vous propose de commencer notre webinaire de TLF qui est consacré aujourd'hui à la transmission des entreprises. Un sujet très important pour les chefs d'entreprise, pour nourrir leur réflexion et puis même peut-être passer à l'action. Alors ce webinaire va être animé par deux experts. Fabrice Rancière, qui est conseiller à la reprise et transmission à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et puis Alexandre Tellier, expert comptable du cabinet ATC. Bonjour. Chers messieurs, Bonjour. c'est à vous. Alors, je vais juste rappeler que le webinaire est enregistré pour que le replay puisse être mis en ligne dans l'espace adhérent de TLF. Et puis, à la fin de la présentation, vous aurez 10 minutes, un quart d'heure consacrés à des questions-réponses que vous pouvez déjà, au fil de la présentation, poser dans le chat. Bonjour à tous. Donc, on va ce matin parler de la préparation et de la transmission d'entreprise. J'imagine que ça vous concerne tous. De toute façon, c'est ce qu'on dit souvent. S'il y a un sujet qui est vraiment universel pour l'échelle d'entreprise, c'est bien la transmission, parce que qu'on le veuille ou non, on est obligé d'y passer un jour ou l'autre, alors soit volontairement ou pas. Mais en tout cas, l'entreprise, il faut lui souhaiter une bonne transmission, quoi qu'il en soit. Donc moi je m'appelle Fabrice Roncière, je suis conseiller reprise transmission. Je travaille au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et mon métier c'est principalement de mettre en relation des repreneurs et des cédants, ou des cédants et des repreneurs, parce que on peut être mandaté soit pour un mandat d'achat, soit pour un mandat de vente. Euh, je vais animer, donc je vais co-animer avec Alexandre Tellier. Alexandre, deux mots sur qui tu es. Je te laisse Oui, te bonjour. présenter en deux mots. Ouais, bonjour. Donc Alexandre Tellier, je suis expert comptable. Je dirige un cabinet d'une dizaine de personnes. On est basé à Paris et on a une très forte expérience en accompagnement à la transmission d'entreprises pour des entreprises pour lesquelles on n'est pas forcément les experts comptables au quotidien, mais qu'on accompagne soit dans leur projet de croissance externe, soit dans leur projet de cession. Alors, la transmission d'entreprise, c'est un sujet qui est très vaste, hein, qui soulève plein de questions. On pourrait passer des heures, voire des semaines, à ne parler que de ça, et je pense qu'on ne s'ennuierait pas. Pour ce matin, on a décidé de focaliser beaucoup sur la question de l'évaluation d'entreprise, parce que c'est un sujet qui cristallise plein d'autres problématiques. Donc, on va parler d'autres choses aussi, mais on va surtout parler d'évaluation. Alors, mais déjà peut-être pour planter le décor, quand on parle de cession d'entreprise, de quoi parle-t-on? Alors, il y a plusieurs formes, hein, de cession, principalement donc la vente des titres d'une société, si elle est exploitée en société, et la vente du fonds ou la vente du fonds de commerce. D'ailleurs, que l'entreprise soit exploitée en société ou en entreprise individuelle, on peut aussi être amené à ne vendre que le fonds de commerce. Donc, très rapidement, la différence, quand on vend les titres de société, on vend tout, y compris l'actif passif, y compris les dettes. Et quand on vend le fonds de commerce, on ne vend que certains éléments d'actifs, et on vend donc on transmet également le personnel, l'actif immatériel, l'actif immobilisé. Donc, dans vos activités à vous, effectivement, ça signifie par exemple tout le matériel de transport. Alors, souvent, les cédants sont aussi éventuellement confrontés à la question de vendre, pourquoi pas, les locaux. C'est un autre sujet, c'est un sujet qui se traite à part, c'est un sujet qui soulève d'autres questions. On l'évoquera pas, on l'évoquera pas aujourd'hui, mais c'est vrai que si on va être tout à fait complet dans cette question de la transmission, quand vous transmettrez votre entreprise, si vous êtes propriétaire des locaux, vous serez peut-être aussi confronté à cette question de vendre des locaux et des locaux, et c'est une question importante qu'il faudra également traiter, mais qui se traitera avec d'autres interlocuteurs et avec d'autres expertises. Alors toujours pour planter le décor dans les grandes lignes, si on réfléchit aux grandes étapes de la transmission d'entreprise, il y a déjà pour commencer une phase de réflexion et de préparation, et ensuite donc des phases qui sont censées s'enchaîner, donc rechercher les acquéreurs, négocier avec l'acquéreur qu'on aura finalement sélectionné ou qui aura fait une proposition, et puis aller jusqu'à la conclusion si possible. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'ensuite il y a une phase de transition qu'il faut également gérer, ce qu'on appelle aussi la phase d'accompagnement
où, en tant que cédant, on est appelé à rester au moins pour passer le relais avec son successeur. Donc, c'est difficile de mettre un calendrier en face de ça, mais on a l'habitude de dire que pour que les choses soient bien faites, il faut réfléchir longtemps avant. Donc, là, cette phase de réflexion et de préparation, si elle peut durer au moins 2 ans, c'est pas mal parce que ça permet de mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui permettent le moment venu, de vendre plus facilement son entreprise. Ensuite, vraiment la partie purement opérationnelle, on va dire, de la transmission, recherche d'acquéreur, négociation, conclusion. On a l'habitude de dire que dans le meilleur des cas, bon, il faut quand même compter 9 mois et si on s'égare éventuellement avec un acheteur qui ne va pas au bout de la transmission, bah, ça peut être plus long, voire beaucoup plus long. Mais ce que l'on observe, nous, c'est souvent une durée de 9 à 18 mois entre le moment où on est actif dans la transmission et où on arrive à conclure. Et puis, la phase de transition ou d'accompagnement ben, dure au minimum 3 mois. Ça peut même, dans des cas extrêmes, moins que ça. Mais on va dire que c'est le plus souvent ce qu'on observe, c'est 3 mois et plus, et ça peut même aller, pourquoi pas, jusqu'à 12 mois, et dans des cas assez exceptionnels aussi au-delà. Donc tout ça pour dire que transmettre son entreprise, c'est pas un sprint, hein, il faut anticiper, ça prend du temps, et donc il faut se préparer. Il faut pas être impatient, je dirais. Il faut se laisser le temps d'y arriver, et surtout il faut anticiper parce que pour déclencher un certain nombre de choses en amont. Je passe assez vite, hein, parce que Oui, alors juste quand même, si tu peux juste revenir, le point quand même sur lequel je voudrais insister là sur voilà, cette diapo. Moi, parfois, j'entends beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent « Ah là là, mais j'ai mis très longtemps pour vendre mon entreprise. » Et souvent, ils n'ont pas bien pris la peine de séparer les deux étapes. L'étape qui est à gauche, c'est réflexion, préparation. Donc, je me prépare sur le plan personnel, sur le plan patrimonial personnel, fiscal personnel. Je regarde les points forts, les points faibles, les atouts de mon entreprise. C'est là que je commence à penser à l'évaluation. Et une fois que je suis prêt, que je suis droit dans mes bottes, là, je vais vendre. Mais il y en a qui font un peu les deux en même temps. Alors forcément, bah, comme ils n'ont pas réfléchi, c'est quand ils rencontrent des acquéreurs potentiels que ça, ils se rendent compte des questions qu'il faut se poser. Et là, ça peut prendre très longtemps. Mais quand on a bien réfléchi avant, bah, finalement, 9 à 18 mois, bon, c'est long, mais c'est pas non plus, on est sur des délais qui sont pas déraisonnables. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail du processus lui-même de transmission, dès lors qu'on a mis en œuvre la vente de l'entreprise, alors ce petit tableau qui fait le parallèle aussi avec les jobs qu'ont à faire les repreneurs de leur côté, et c'est bien de voir que ce sont deux parcours finalement qui avancent en parallèle, celui du repreneur et celui du cédant. Alors, en ce qui concerne le cédant, donc le cadrage du projet, la réflexion préalable, etc., on en a parlé. L'analyse donc tout le diagnostic, l'autodiagnostic que l'on fait sur son entreprise, donc l'analyse produit, métier, marché, etc., et l'analyse financière de l'entreprise. L'évaluation de l'entreprise, on rezoomera là-dessus évidemment. La rédaction d'un dossier de présentation, la recherche de repreneurs, évidemment la négociation qui peut prendre du temps, le travail sur la lettre d'intention et la signature du protocole, et ensuite le transfert des titres et l'accompagnement. En ce qui concerne le repreneur, il a encore plus de boulot à faire parce que lui, il aura entre autres aussi à trouver de l'argent, et le travail de recherche, je le sais aussi pour accompagner des repreneurs d'entreprise, le travail de recherche est quelque chose de très 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 long, laborieux, fastidieux, coûteux. Donc c'est aussi bien de savoir, quand on a un repreneur en face de soi, il faut avoir conscience que souvent c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps, qui a fait beaucoup d'efforts, qui a mis des moyens pour entrer en contact avec vous. Donc, il faut privilégier, je dirais, ce moment, cette mise en relation. C'est précieux. C'est certainement précieux pour vous en tant que vendeur, mais avoir conscience que c'est aussi précieux pour un repreneur d'être en face d'un cédant. Voilà, je referme la Ouais. parenthèse, on va pas Alors, s'appesantir juste plus. pour compléter, bon, ce tableau, surtout s'il y en a un petit écran, on ne voit pas bien, hein, mais je vous invite après, effectivement, à ne pas hésiter à le regarder à nouveau parce que
Parfois, quand on veut vendre son entreprise, on n'a pas forcément on n'a pas conscience des différentes étapes qu'on va devoir passer. Et moi, je vois, il y a beaucoup de cédants, quand ils ne sont pas préparés, ils ont l'impression que quand il y a une première étape qui est passée, ça y est, c'est fini. Et en fait, ils découvrent au fur et à mesure les différentes étapes qui les attendent et ils ont l'impression parfois que ça ne va jamais se finir. Donc l'idée, quand on commence le process, c'est d'avoir une bonne vision des différentes étapes qu'on va devoir passer. Comme ça, on n'est pas surpris et ça permet de se préparer au fait que c'est une course de fond. Ok. Alors, on a dit que la phase de préparation était essentielle. Alors, on va pas tout détailler de cette préparation, puisque ça prend différentes formes, c'est à faire sous différents angles. Mais on va parler principalement maintenant de l'évaluation d'entreprise qui sous-entend aussi avant d'arriver, je dirais, à des formules de calcul, ça sous-entend tout un travail préalable de réflexion et donc de préparation. Euh, je vais laisser Alexandre intervenir. Moi, je viendrai peut-être compléter par quelques remarques, mais je te laisse la main, Alexandre, pour dérouler ça. Ouais, donc quand on parle d'évaluation, alors sans être dans la sémantique, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il faut vraiment bien faire la distinction. Quand on évalue, en fait, dans le cadre d'une transmission, ce qu'on va chercher à définir, c'est a priori l'entreprise, à quel prix elle peut être vendue. Parce que parfois, on peut avoir des évaluations qui vont être faites, ce qu'on va appeler des valeurs intrinsèques, indépendamment d'un contexte de marché. Et là, on peut avoir effectivement parfois des rapports d'évaluation. On est très surpris quand on voit ce qui peut être fait. Et on peut avoir des valeurs qui parfois correspondent absolument pas à une valeur de marché. Donc, dans le temps qu'on va passer ensemble aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de se dire, tiens, j'ai une entreprise, a priori, et à combien elle pourrait être vendue et quelles sont les différentes, globalement, comment on va s'y prendre pour arriver à déterminer un prix, sachant que là, il faut faire preuve de beaucoup, je dirais pas d'humilité sur le sujet quand on parle d'évaluation, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est vraiment pas avoir de certitude, mais quand on évalue, on est plus dans un schéma de cohérence, à essayer d'anticiper a priori ce que pourrait être une valeur de marché, ce qu'un acquéreur pourrait être prêt à proposer, on y reviendra il peut toujours y avoir la porte ouverte, voilà, à différentes interprétations. Donc, et ce qu'il faut bien avoir en tête quand on met son entreprise en vente, l'idée, ce qu'on attend, c'est pas juste un prix. C'est certes, évidemment, on veut vendre son entreprise à tel montant, mais il faut absolument avoir réfléchi à d'autres sujets, des sujets qui sont financiers et d'autres qui le sont un peu moins. On le verra tout à l'heure, à un niveau de prix attendu et forcément adossé un niveau de trésorerie. Quelle trésorerie je vais laisser dans l'entreprise, quel dividende je vais me verser avant, ou alors il peut y avoir des éléments un peu plus subjectifs. J'ai des membres de la famille qui travaillent dans mon entreprise. Moi, je pars, je vends, je pars à la retraite. Les membres de la famille, ils souhaitent rester, ils ne souhaitent pas rester. Donc, ça, il faut bien en faire part à l'acquéreur qui, lui, devra le prendre en compte dans sa proposition. Les locaux m'appartiennent, je les vends, je ne les vends pas. Si je ne les vends pas, c'est que je les garde. Est-ce que je laisse ce montant de loyer? Est-ce que je change le bail? Donc, il faut vraiment avoir en tête non seulement le prix, mais l'intégralité de ce qu'on va être amené à demander au repreneur ou de ce qu'on veut voir que lui, il va nous proposer. Et vous verrez dans la slide précédente, j'ai mis des points de suspension parce que, évidemment, après, dans le temps qu'on passe ensemble aujourd'hui, l'idée, c'est de ne pas être exhaustif, mais vraiment de se poser et de se dire, mais finalement, quelle est la proposition globale que j'attends? Ce qu'il faut également avoir en tête, et ça, évidemment, les chefs d'entreprise le savent bien, quand on évalue, ce qu'on appelle le calculatoire, c'est de dire, tiens, l'entreprise, elle vaut tant. Le calculatoire, c'est vraiment ce qu'on appelle le dernier maillon de la chaîne de l'évaluation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, évidemment,
on va faire un diagnostic. Et ce diagnostic, il va être, évidemment, moi, quand je le fais, c'est un diagnostic financier, mais je combine ça avec le diagnostic qualitatif, le diagnostic métier que le chef d'entreprise, lui, il aura fait. Et on fait d'abord ces deux diagnostics, et ensuite, là, on va rentrer dans le vif de l'évaluation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évaluation, c'est vraiment la combinaison d'une expertise financière, évidemment, hein, celle de votre conseil financier, mais c'est la combinaison de cette expertise financière avec votre expertise métier à vous, qui connaissez bien à la fois et votre entreprise et votre métier et l'état global du marché et l'anticipation de ce que sera le marché demain et après-demain. Ouais, Fabrice? Oui, j'ajouterais aussi le modèle économique de l'entreprise est important. Effectivement, et ce n'est qu'un exemple, mais toute chose égale par ailleurs, deux entreprises qui feraient le même chiffre d'affaires, qui auraient les mêmes caractéristiques, mais des modèles économiques différents, pourraient avoir des valeurs très différentes. Et c'est pour ça aussi qu'on trouve des, euh, des, des évaluations qui sont différentes d'un secteur à l'autre, parce qu'il y a des systèmes économiques qui sont jugés plus vertueux que d'autres, et donc qui donnent plus de valeur à l'entreprise. Alors, dans les points qu'on va regarder, alors évidemment, j'ai un petit peu simplifié, mais quand on est dans une PME, quand on évalue une PME, les 3-4 points qu'on va vraiment regarder généralement, en tout cas auxquels on va être attentif, on ne regarde pas que ça, évidemment, mais c'est là-dessus que j'ai fait un focus. Dans une PME, la question ce qui se pose toujours, c'est les risques de dépendance. Dépendance par rapport aux dirigeants. Donc, on va regarder, tiens, le dirigeant, comment il fonctionne? Est-ce qu'il y a un peu de relais en interne ou est-ce que c'est lui qui, globalement, maîtrise tout? Et puis, pareil pour les dépendances clients, dépendance vis-à-vis d'une personne. Donc, évidemment, plus il y a de liens et de facteurs de dépendance, plus ça aura un impact, j'allais dire, défavorable ou en tout cas à la baisse sur la valorisation de l'entreprise. Ou alors, parce que là, il ne faut pas oublier qu'on est dans la préparation, ça veut dire, compte tenu de mes points forts et compte tenu de mes points faibles, finalement, vers quel type d'acquéreur est-ce que j'ai plutôt intérêt à aller? Alors, là encore, hein, je m'aperçois que si on est sur un petit écran en présentation, on ne voit pas forcément toutes les lignes, mais je dirais, peu importe, l'idée qu'il faut bien retenir, c'est que quand on évalue, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'évaluation, ce n'est pas une science pure et dure. L'évaluation, c'est ce qu'on appelle une science molle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on évalue, on va se situer à l'intérieur d'une fourchette et après, il y aura une négociation et l'idée, effectivement, c'est de continuer avec ses interlocuteurs à se situer à l'intérieur de cette fourchette et de savoir d'anticiper la négociation et de savoir à combien, à quel prix on va se positionner. On l'a dit tout à l'heure, hein, dans l'évaluation, il doit y avoir aussi bien des critères qualitatifs que financiers. Par contre, moi, parfois, je vois trop souvent la tendance de certains chefs d'entreprise, quand les résultats sont faibles, hein, sont à peine à l'équilibre, que l'entreprise a un résultat à peine équilibré ou un petit peu au-dessus de l'équilibre, forcément à plutôt mettre en avant des aspects qualitatifs. J'ai une équipe, elle est bien formée, elle est fidèle, j'ai une clientèle récurrente, j'ai un parc machine, j'ai des camions, ils sont plutôt récents, ils sont très bien entretenus. Puis regardez, nous, l'atelier, on l'a en interne, ce qui fait que ça évite d'avoir des coûts pour les réparations externes et ainsi de suite. Mais ce qu'un acquéreur achète, ce n'est pas juste un parc machine, ce n'est pas juste une clientèle, c'est une société prise dans son ensemble et dont il ne faut pas déconnecter les éléments financiers. Autant il ne faut pas avoir un raisonnement que financier, mais avoir un raisonnement que qualitatif, ça risque d'être un petit peu compliqué dans la discussion. Et la dernière ligne, ce que je mets, c'est que quand on est en vente, l'idée, c'est quand même d'avoir des éléments financiers récents à présenter à ses interlocuteurs. L'année 2023 va bientôt se finir. On va entamer 2024. Donc, des discussions qui ont lieu en début 2024, sortez vos comptes 2023 rapidement. Et puis, après,
tiens, je veux vendre, et puis en septembre 2024, j'ai toujours pas vendu. En septembre 2024, là, il faut que j'ai demandé à mon expert comptable une situation intermédiaire parce que mon acheteur, en septembre 2024, il voudra savoir où j'en suis et qu'il ait uniquement le bilan 2023, on risque de perdre du temps dans les discussions ou d'avoir des... Enfin voilà, c'est un facteur de perte de temps. Donc l'idée, c'est ayez des éléments financiers relativement récents à donner à vos interlocuteurs. Alors là, je m'aperçois qu'on voit encore moins. Alors pour ceux d'entre vous qui ont 2 écrans, vous avez en fait en haut de votre écran, normalement, un petit icône qui s'appelle « Séparer ». Et quand vous faites « Séparer », ça sépare la présentation et après, on peut la glisser sur son grand écran. Ce qui fait que d'un côté, si on a 2 écrans, ça fait un écran sur lequel on a les interlocuteurs et l'autre écran sur lequel on a sa présentation. Donc normalement, Teams se permet ça, hein. En haut de l'écran, vous avez « Séparer », vous appuyez dessus et ça vous permet d'avoir la présentation sur un 2e écran. Parce que là, je m'aperçois qu'on ne voit pas grand-chose. Mais en résumé, ce qu'il faut bien comprendre, là, c'est la seule partie un petit peu technique qu'on aura dans le temps qu'on va passer ensemble, mais je l'ai mis là parce que ça a son importance. En fait, quand on évalue des titres, et là je m'adresse à ceux qui vont vendre des titres de société, donc des parts de SARL ou des actions. Quand on vend des titres, on va scinder en quelque sorte le process d'évaluation en 2. D'abord, on va évaluer on va déterminer ce qu'on appelle la valeur d'entreprise, c'est-à-dire qu'on va déterminer une sorte de valeur de fonds de commerce. Alors techniquement, c'est pas bon quand je dis ça, mais c'est ce qu'il faut retenir. Dans un premier temps, on va calculer la valeur de son fonds de commerce. Et ensuite, comme ce que vous vendez, ce n'est pas un fonds de commerce, mais ce sont des titres, on va ensuite ajouter à la valeur de son fonds de commerce la trésorerie qu'on a en permanence et on va retirer ses dettes financières. Et c'est pour ça que parfois, certains chefs d'entreprise, j'allais dire, ont quelques mauvaises surprises quand on calcule leur valeur des titres, parce qu'ils peuvent avoir une valeur de fonds de commerce un petit peu importante, hein, une valeur élevée de fonds de commerce, mais si l'entreprise est lourdement endettée, l'endettement financier, je dis bien uniquement l'endettement financier, hein, on ne prend pas ce qui est dû aux fournisseurs, ce qui est dû à l'État, c'est uniquement l'endettement financier. L'endettement financier, lui, viendra en diminution de la valeur du fonds de commerce pour déterminer la valeur des titres. Par contre, à contrario, quand on a de la trésorerie, cette trésorerie, elle viendra s'ajouter à la valeur du fonds de commerce pour déterminer la valeur des titres. Grosso modo, c'est ce qu'on a sur la présentation. Et ceux d'entre nous qui regardent en replay pourront effectivement de toute façon agrandir la présentation. Donc, quand on fait ce calcul d'évaluation, on scinde en 2. On calcule d'abord une valeur d'entreprise, c'est une sorte de valeur de fonds de commerce. Et ensuite, on ajoute la trésorerie, on retire les dettes FI pour passer à la valeur des titres. Pour calculer la valeur d'entreprise, c'est-à-dire la valeur du fonds de commerce, on s'y prend comment? On va dire que c'est le résultat d'exploitation ou le BE, vont prendre certains, mais ceux d'entre vous qui sont habitués à lire leur compte de résultat, vous avez une ligne qui s'appelle résultat d'exploitation. Donc, on va prendre ce résultat d'exploitation. Ce résultat d'exploitation, on va le retraiter compte tenu de certaines contraintes de marché, des conditions de marché, d'exploitation qui demain ne seront peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui, qui vont changer irrémédiablement. On va les modifier en fonction de peut-être la rémunération du dirigeant. Je prends un exemple basique, un dirigeant qui a déjà pris sa retraite depuis 1 an, qui ne se paye pas du tout, quand on va retraiter son compte de résultat, on va calculer un résultat comme s'il se payait. Donc, on prend le résultat qui apparaît dans les comptes, on fait des retraitements pour arriver à ce qu'on appelle un résultat normatif, c'est-à-dire un résultat qui correspond à une façon normale de faire tourner son entreprise. Et ensuite, ce résultat normatif, on va lui appliquer un multiple pour déterminer le montant du fonds de commerce. Et moi, je vois
avec mes clients, quand on évalue, eh ben, une grosse partie de la démarche, ça consiste effectivement à dire, bon, ben voilà le résultat qui est dans les comptes. Et finalement, si on se met dans un mode normatif d'exploitation pour demain et après-demain, eh ben, mon résultat, à quoi il ressemblera? Je schématise, hein. Et c'est à partir de ça qu'on va évaluer le fonds de commerce et on va appliquer un multiple sur ce résultat retraité. Grosso modo, c'est ce qu'indique le schéma qu'on a là sous les yeux. Ça, c'est ce qu'on applique quand on est en valeur des titres. Alors parfois, je m'entends dire, ah bah tiens, la valeur à laquelle on est arrivé, elle n'est pas très élevée. J'ai des camions, ils sont en super état, j'ai une clientèle fidèle, mais la valeur de votre matériel, de votre parc machine, de votre clientèle, elle est censée être appréhendée en fonction du calcul qu'on vient de faire. Alors évidemment, si vous avez une clientèle récurrente ou alors des contrats qui doivent courir pendant encore un certain temps, on aura plutôt tendance à aller vers des multiples peut-être un petit peu plus élevés que si votre matériel n'est pas en bon état, que voilà, peut-être que si vous êtes propriétaire de vos camions et pas locataire, peut-être qu'on verra les choses d'une façon un peu différente, mais en tout cas pour dire que le matériel, la clientèle sont censés être appréhendés à travers cette méthode. Voilà. Ouais, Fabrice. Alors ensuite, la question qu'on se pose, tiens, c'est quel multiple on peut prendre. Je ne détaillerai pas ligne à ligne, hein. Là, pour moi, l'intérêt, enfin pour nous, Fabrice et moi, l'intérêt de mettre ces supports, c'est après, effectivement, c'est que vous repreniez peut-être la présentation et certains éléments qui après pourront vous servir de support, hein, dans votre réflexion. Et donc, on a mis deux diapos, celle-là et celle d'après, parce que tout à l'heure, on a dit, c'est bien beau, parce que le fonds de commerce, pour déterminer sa valeur, je prends un résultat retraité, puis je prends un multiple. Mais le multiple, comment je m'y prends pour le déterminer? Donc, c'est les slides qui sont là, globalement, qui peuvent donner des indicateurs, qui peuvent être soit fonction de critères intrinsèques qui vont être propres à votre entreprise, soit, si tu peux enchaîner, Fabrice, soit il peut y avoir des bases de données qui reprennent métier par métier, globalement, les multiples qu'on observe dans les transactions. Je fais un tout petit bémol sur ces bases de données qui sont très bien faites, mais qui sont surtout valables pour les ETI et pas pour les PME. Quand vous lisez dans les Échos que les PME se vendent entre 12 et 15 fois le BE, pour les Échos, une PME, c'est une entreprise qui va peut-être faire dans les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, en tout cas, moi, je vois, ce n'est pas le gros de nos clients, des gens pour lesquels on travaille, et ce n'est pas le gros des PME qui existent. Donc, ces bases de données, en fait, elles peuvent donner une tendance quant à l'évolution des multiples, mais il ne faut pas reprendre. Après, ce n'est pas ces multiples-là que vous utiliserez, vous, en tout cas la plupart du temps, pour valoriser vos PME. Voilà. Et, ouais, merci. Et là, j'ai tiré, nous, c'est une base de données qu'on utilise, qui est faite pour les experts comptables, dans lesquels ils mettent, ils ont pris une centaine de sessions sur les 10 dernières années, globalement. Alors, des sessions qui sont un petit peu représentatives, hein, c'est-à-dire que voilà, les très grosses entreprises, ils ont retiré, les toutes petites, ils ont retiré. Et puis, là-dessus, ils en ont tiré des ratios, des multiples. Là encore, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, avec beaucoup de précautions. Ce ne sont que des indicateurs et à aucun moment, il faut chercher à avoir une sorte de donnée universelle qui va marcher à tous les coups, parce qu'en fait, on est dans du cas par cas qu'il faut adapter à chacune des entreprises. Donc là, on a vu, hein, globalement, comment ça se passe pour déterminer la valeur de son fonds de commerce. Alors techniquement, hein, entre financiers, on va parler de valeur d'entreprise plutôt que de fonds de commerce, mais c'est plus simple aujourd'hui, hein, de parler de fonds de commerce. Voilà, donc ça, on voit en plus gros, c'est ce qui a marqué, hein,
dans une des diapos précédentes, mais là, au moins, on le voit en beaucoup plus simple. Donc, si tu peux enchaîner, Fabrice. Voilà. Et alors, on l'a dit, hein, pour déterminer la valeur des titres, on va ajouter à la valeur de notre fonds de commerce, on va ajouter on va retirer les dettes financières et on va rajouter la trésorerie. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand on parle de trésorerie en évaluation, c'est qu'on va rajouter la trésorerie qui est là, ce qu'on appelle la trésorerie excédentaire ou alors trésorerie normative, ou en tout cas la trésorerie qui est là en permanence. On ne va pas prendre la trésorerie à un instant T. On ne va pas prendre la trésorerie au moment du bilan. Ce qu'on va valoriser dans les titres, c'est la trésorerie qui a un caractère permanent. Donc là, dans le schéma que je mets, qui est un peu simplifié, hein, bien sûr, je parle de la trésorerie je parle du point bas de trésorerie sur les 12 à 24 derniers mois. Pourquoi pas faire une moyenne? L'idée, c'est d'essayer d'appréhender le montant de trésorerie qui est là en permanence. Sachant que quand on parle de trésorerie, la trésorerie, c'est pas uniquement le montant qui est sur le compte en banque, hein. Quand on parle de trésorerie, c'est certes le montant qui est sur le compte en banque, mais par exemple, on va être amené à déduire également le montant des comptes courants d'associés. Je donne ça en exemple, hein, c'est pas que, hein, c'est beaucoup plus long comme définition, mais la trésorerie, c'est pas, quand on évalue, la trésorerie, c'est pas uniquement ce qu'il y a sur le compte en banque, c'est une définition un peu plus large. Par contre, ce à quoi on va s'attacher, c'est de regarder son caractère un peu récurrent et permanent. C'est ça, voilà. J'ai pas fait de slide, de diapo sur les dettes financières, parce que globalement, les dettes financières, c'est très schématiquement, hein, c'est l'argent qu'on doit à la banque. Voilà. Alors, on dit deux mots quand même sur la valeur patrimoniale, enfin la méthode, l'approche patrimoniale. Oui, alors très, très, très rapidement, pour déterminer la valeur des titres, il peut y avoir deux façons de s'y prendre, hein. La première façon qu'on a évoquée, qui est celle qui est prise en compte par les acquéreurs, et une autre méthode qui est une méthode par défaut. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la méthode patrimoniale. Globalement, on va prendre le montant de vos fonds propres et puis on va rajouter à ce montant de fonds propres des éléments qui ont de la valeur et qui ne sont pas dans les comptes. Tiens, je peux avoir des camions, ils sont complètement amortis, mais ils ont encore une valeur. Et c'est cette valeur qu'on va rajouter à la valeur patrimoniale. Je dis ça, ça pourrait être d'autres exemples, hein, mais bon. La valeur patrimoniale, ce qu'il faut avoir en tête souvent, c'est que c'est vraiment une valeur par défaut. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que beaucoup d'acquéreurs vont financer leur acquisition par un emprunt. Donc, il faut qu'on ait un prix de vente qui soit, la plupart du temps, qui va devoir être financé par un emprunt, donc qui dégage du résultat. Et le problème, effectivement, qu'on a, c'est les entreprises qui ne gagnent pas d'argent, ou très peu. Là, l'exercice d'évaluation est un petit peu plus compliqué, parce qu'on peut avoir des valeurs patrimoniales élevées, hein, on peut avoir des entreprises en valeur de rentabilité qui vont être plutôt faibles, en valeur patrimoniale élevée. Celle-là, en termes de cession, c'est un petit peu compliqué, parce que un acquéreur, lui, il ne pourra pas mettre de dette financière, il ne pourra pas mettre d'emprunt dessus. Ouais, si on peut passer. Est-ce qu'on peut dire que la valeur patrimoniale, c'est la valeur de liquidation de l'entreprise, finalement? Alors, c'est un pas petit du peu tout. ça l'idée. Non, parce que quand on liquide, faut licencier des gens, donc il y aura des coûts de licenciement, il y a peut-être des indemnités à verser à des bailleurs, et puis ainsi de suite. Donc, la valeur de liquidation est normalement beaucoup plus faible que la valeur patrimoniale. Mais on peut dire quand même que la valeur patrimoniale, ça répond un peu au principe l'entreprise vaut ce qu'elle possède, alors que la valeur économique, c'est l'entreprise vaut ce qu'elle gagne, finalement. C'est un peu ça, tout à fait. Ouais. Ok, pour bien comprendre les deux approches. Mais c'est vrai que pour un repreneur, s'il doit, lui, faire le lien avec sa capacité donc, à financer et donc à rembourser l'emprunt qui lui a permis d'acquérir, il n'y a que la valeur économique qui compte, hein. Il me semble que les contrats de crédit bail, il faut aussi décompter de la trésorerie. Alors oui et non, parce que
là, on commence, alors je vais répondre à votre question, mais là, on commence à rentrer vraiment, vraiment dans la technique financière. Moi, je vais vous dire, je fais plus simple. Le contrat de crédit bail, c'est une charge, donc je ne le retraite pas de mon résultat d'exploitation, ce qui fait qu'après, je ne le retraite pas de la trésorerie. Parce que sinon, on se lance pour moi dans des calculs qui sont purement financiers, où au résultat d'exploitation, on va réintégrer le loyer de crédit bail pour ensuite le déduire de la trésorerie. Franchement, il n'y a pas vraiment, enfin, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Surtout que si on considère qu'après, les contrats de crédit bail, ils ont vocation à être renouvelés, bah, c'est une charge qui va peser de façon récurrente sur votre rentabilité à laquelle on applique un multiple. Mais je sais bien qu'on peut le voir hein, parfois dans certaines définitions, dans certains process, mais je suis pas, enfin, pour moi, ça n'a pas une grosse utilité de le faire, en tout cas. Après, c'est-à-dire, j'ai été confrontée à cette situation où le fonds qui reprenait carrément, il a décompté tous les loyers de l'ensemble des contrats de crédit bail de la trésorerie. Donc, ce qui a amoindri considérablement la valeur de l'entreprise. Et là, c'est quelque chose, en fait, comme le crédit bail, c'est la formule à laquelle les entreprises de transport comment dire, font appel très, très régulièrement, c'est quand même un élément important à prendre en considération. Alors, oui et non, parce que, en fait, ce qui se passe, certes, vous diminuez la trésorerie, enfin, vous augmentez la dette financière, hein, très précisément, mais en même temps, vous augmentez votre résultat d'exploitation puisque vous l'avez retranché du résultat d'exploitation. Donc, l'un dans l'autre, on peut arriver à des choses qui ne sont pas forcément éloignées. Et puis là encore, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'idée, c'est il n'y a pas de certitude absolue. On fait notre valorisation et après, on confronte à un acheteur et on rentre dans une discussion. Vous voyez hein. Et quand on parle de retraitement, il faut vraiment bien évoquer tous les aspects parce qu'avec les retraitements comme le crédit bail, certes, je diminue d'un côté, mais j'augmente de l'autre. Après, voyons dans la balance ce que ça donne. On peut évoquer maintenant peut-être rapidement, parce qu'il reste peu de temps, et si on veut laisser le temps pour un échange, les quelques aspects juridiques qui sont concernés par le sujet donc, de la transition. Donc, on va parler de lettre d'intention, on va parler de protocole. Après, la question qu'il faut se poser, en tout cas moi, ce sur quoi j'attire toujours l'attention des vendeurs, l'idée, en fait, il peut y avoir deux process. Pour la lettre d'intention, c'est quoi? La lettre d'intention, c'est un premier engagement, un premier accord qui est pris entre les deux parties. Un premier accord formel qui n'est pas engageant, parce qu'après, il y a d'autres discussions pour aller vers le protocole. Mais en tout cas, on est sur un premier accord qui est formalisé entre les parties et qui souvent est sous conditions suspensives. Moi, j'ai plutôt tendance, en tout cas, je fais plutôt partie de l'école où on va essayer, quand je suis côté vendeur, on va essayer quand même de donner pas mal d'infos. Alors évidemment, après, il faut coupler ça avec la confidentialité, mais on va essayer quand même de donner à l'acquéreur les informations dont il a besoin pour faire une lettre d'intention qui soit la plus qualifiée possible et sur laquelle il n'aura pas ou pas trop ensuite à revenir quand on ira de la lettre d'intention au protocole. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moins on donne d'informations à un acquéreur potentiel avant la lettre d'intention, plus la probabilité est forte quand la lettre d'intention, finalement, elle est faite, plus la lettre d'intention et plus la probabilité est forte que l'acquéreur ensuite revienne quand on va vers le protocole pour qu'il revienne sur ce qu'il aura écrit dans la lettre d'intention. Et casse la transaction, parce qu'il peut y avoir des choses aussi qui n'ont pas été très claires dès le début. Donc effectivement, Voilà. moi je suis de la même école, je pense que plus la lettre d'intention est complète et plus la discussion, finalement la négociation en amont de la lettre d'intention a été riche, plus la transaction a des chances de bien se dérouler et d'aller jusqu'au bout. C'est ça. Donc voilà, donc il y a toujours ce débat, parfois avec certains cédants qui veulent donner le moins d'informations possible, mais moins vous donnez d'informations, plus la probabilité est forte qu'une fois que vous avez signé la lettre d'intention, l'acquéreur revienne sur ce qu'il a évoqué. Et c'est quoi le problème pour un cédant si l'acquéreur revient sur ce qu'il a évoqué? Bien souvent, les lettres d'intention,
on va vous demander de vous engager, on va vous demander de donner, je développe et après je réponds à la question, je vois qu'il y a une main qui est levée. Donc en fait, vous allez donner une exclusivité, une fois que la LOI est signée, vous allez donner une exclusivité à votre acheteur. Exclusivité qui peut aller de 1 à 3 mois. Si très rapidement, une fois que la lettre d'intention est signée, il revient sur ce qu'il a écrit, bah vous vous retrouvez bloqué pendant 1 à 3 mois avec quelqu'un qui finalement, dont vous voyez qu'assez rapidement, il revient sur ce qu'il a dit. Oui, il y a une question? Oui, moi je parle de mon expérience de cédant il n'y a pas très longtemps. Et je suis d'accord avec vous que la phase de la lettre d'intention est très importante. La question que je voulais poser, c'est est-ce qu'on peut imaginer que lors de la rédaction de la lettre d'intention, il y ait un minimum de réciprocité? C'est-à-dire qu'une lettre d'intention, elle est souvent préparée pour que l'acquéreur dise « voilà ce que je suis prêt à faire, voilà, j'exprime et je détaille l'intérêt que j'ai pour faire cette acquisition ». Et est-ce qu'à ce moment-là, on ne peut pas profiter que le cédant puisse également exprimer quelques conditions pour que l'opération puisse se faire? Parce que, et là je parle d'expérience, des choses peuvent être exprimées verbalement au moment de la lettre d'intention, des négociations qui vont se faire et au moment de la cession effective. Et après, et on se rend compte encore plus après signature, que les choses ne se passent pas exactement comme il était prévu qu'elles se fassent. Or, si on reprend le slide numéro 4 de votre début de présentation, où on détaille de façon très technique les différentes étapes pour réussir une transmission d'entreprise, il y a un élément qui n'a pas du tout été évoqué, c'est que céder une entreprise, c'est pas qu'une affaire technique, c'est pas qu'une question d'argent ou de valorisation. Céder une entreprise, c'est aussi pour les cédants s'assurer d'une certaine continuité d'une entreprise que l'on a créée, etc. Donc c'est comment le cédant peut se protéger qu'une fois la LOI signée, une fois que les actes sont faites, il va y avoir un certain respect pour assurer une continuité, une pérennité, notamment au niveau des valeurs. Alors, en fait, il y a plusieurs aspects dans la question. Et sur la remarque où ce n'est pas évoqué, on met tout en haut du schéma, il y a aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur, il y a cadrage du projet. Donc, dans cadrage du projet, la réflexion, c'est effectivement, tiens, moi je suis vendeur, comment je vois le process, vers quel type d'acheteur je veux aller, comment est-ce que je vois tout ça, dans quelle perspective est-ce que je m'inscris, hein. Donc, voilà, donc là-dessus, hein, effectivement, on y est parce qu'il y a évidemment cet aspect humain, il n'y a pas de doute. Après, il y a deux sujets pour moi, il y a deux aspects dans votre question. Il y a l'aspect où, dans la lettre d'intention, on va essayer effectivement de prendre le plus d'assurance possible sur le fait que l'acheteur ne va pas trop revenir en allant vers le protocole. Alors, ce qu'on appelle le protocole, globalement, c'est le document qui, là, est engageant vraiment pour chacune des deux parties et où, normalement, la cession doit se faire. Bon, le protocole, il peut y avoir certaines conditions suspensives qui vont plus être pour l'acheteur et notamment des conditions de financement. Mais donc, il y a deux aspects. Il y a comment j'essaye de m'assurer dans la lettre d'intention que effectivement, ça va aller jusqu'au bout dans les conditions qu'on a définies dans la lettre d'intention. Et là, c'est l'objet d'une discussion parce qu'on peut avoir déjà des choses en tête. Et puis, en fonction de ce que va dire l'acquéreur, là, on va à nouveau réagir. Sachant que l'assurance tout risque, évidemment, elle n'existe pas. Mais là, c'est fonction des discussions qu'on a avec l'acheteur, de la façon dont il présente le projet, qu'on va, là, dans la lettre d'intention, essayer de border certaines choses. Ça, c'est le premier aspect pour moi de votre question. Le deuxième aspect, où là, malheureusement, pour moi, il n'y a pas grand-chose à part les bonnes paroles. Vous pouvez avoir un acheteur qui va vous dire tiens, je vais maintenir l'équipe, on va maintenir les liens avec les clients, on va rester sur tel marché, et ainsi de suite. Puis une fois qu'il a acheté, il fait autre chose. Pour moi, il n'y a rien qui puisse vous prémunir contre ça, hein, vous voyez.
Non, Je pense que le juridique, effectivement, n'est pas la réponse à tout, hein, en l'occurrence. Et il y a il y a le facteur humain qui est prépondérant, hein, dans ces affaires de reprise-transmission. Et donc, ça va être, je dirais, tout l'art va consister à bien s'entendre avec un repreneur et à bien comprendre aussi ses intentions et réciproquement. Enfin bon, je pense qu'une bonne transaction, c'est avant tout une rencontre réussie entre deux personnes. Et ensuite, les choses s'enchaînent et le juridique est fait là pour cadrer, mais ne va pas garantir que tout va bien se passer, évidemment. Il y a beaucoup trop d'aléas possibles. Alors, pour Bon, terminer oui, pour terminer sur vas-y, l'aspect Alexandre. juridique, donc, on a évoqué la lettre d'intention, formelle mais non engageante sous conditions suspensives. Après la lettre d'intention, on va vers le protocole, qui lui est un document qui est beaucoup plus engageant, encore plus formel, avec beaucoup plus d'éléments. Et vous allez également vers ce qu'on appelle la garantie d'actifs et de passifs et la garantie de la garantie. La garantie d'actifs et de passifs, c'est quoi? Globalement, pour schématiser, c'est une assurance que vous donnez à votre acheteur quand tu as la, je dirais pas la bonne gestion, mais imaginons, il y a des éléments de nouvelles dettes qui n'étaient pas dans les comptes au moment où l'acheteur, ou quand l'acheteur a regardé les comptes, ou des créances clients qui devaient de l'argent, ils ne payent pas. Et vous avez un contrôle fiscal. L'acheteur achète. Il y a un contrôle fiscal qui concerne la période pendant laquelle vous étiez dirigeant. Et le contrôle fiscal, il y a un montant à payer. Ce montant à payer, on va le mettre à votre charge à travers la garantie d'actifs et de passifs. Donc, c'est une assurance que vous donnez à votre acheteur quant à l'indemniser pour de nouvelles dettes qui apparaîtraient et qui sont nées au moment de votre gestion, mais qui apparaissent ultérieurement à la cession. Et donc, les deux choses qui vont se négocier, c'est ce qu'on appelle la garantie d'actifs et de passifs, premièrement, et c'est la garantie de la garantie, parce que vous allez signer une garantie d'actifs et de passifs, mais l'acheteur, il va vous dire, c'est bien gentil, vous me dites que vous allez m'assurer, mais qu'est-ce qui m'assure, c'est le cas de le dire, que l'assurance, elle va marcher quand je vais l'activer. Donc, vous allez donner, ça peut être une caution bancaire, ça peut être une garantie à première demande, ça peut être une somme qui reste bloquée, enfin bref, vous allez lui donner une sorte de gage, un élément tangible qui fait que s'il doit être indemnisé, il sait que globalement, il pourrait être indemnisé. Et la garantie a une durée de vie limitée, hein, c'est pas de vitam La aeternam. garantie, ouais, si tu peux y aller, Fabrice. Effectivement, généralement, la garantie, on va être sur 3 ans et la prescription, des prescriptions fiscales et sociales. Hein. Vous ne vous engagez pas pour. Non, vous vous engagez pour une durée de vie limitée et c'est ce qu'on met là dans la présentation. Si tu peux aller continuer encore. Bon, et donc, comme on le met quelque part dans la présentation, la garantie, elle est limitée dans le temps et elle est plafonnée. C'est-à-dire que quand on vend son entreprise pour 100, on ne va pas donner une garantie pour 100. On va peut-être la donner pour 20, pour 25, pour 30, pour 15, enfin bref. Hein, donc, effectivement, tout ça, c'est cadré et c'est limité. Voilà. Après, sur le plan fiscal, là, je passerai très rapidement parce que comme ça, on va laisser de la place aux questions. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez le choix, généralement, c'est ce qu'on voit le plus, soit, puis là, on ne voit pas grand-chose, vous avez le choix soit entre ce qu'on appelle de façon impropre la flat tax à 30%, avec le mot va me revenir, des exonérations, c'est pas exactement le mot, mais Des dispositifs d'allègement, etc. ouais, avec des abattements, Et d'abattement. voilà. Avec des abattements pour départ à la retraite, ou alors ça peut être dans le barème progressif avec des abattements pour durée de détention. Voilà. Donc, rappelez que ce sont les plus-values de cession, hein, qui font l'objet d'une imposition. Donc, la différence entre votre prix de vente et le prix d'acquisition, on va dire, de l'entreprise. OK.
C'est vrai qu'après, c'est un peu technique. On va peut-être, peut-être pour terminer, pour conclure de notre côté et ensuite laisser peut-être un temps à l'échange. Évidemment, nous, on est tout à fait partisans de ce point de vue. Un conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas rester tout seul dans cette démarche. Et donc, il y a des conseils qui sont là pour accompagner la démarche du cédant, comme il y en a d'autres d'ailleurs qui sont là pour accompagner la démarche des repreneurs. Mais donc, il y a plein de moments où il est tout à fait justifié de faire appel, de recourir à des conseils, donc pour aider au diagnostic, pour l'évaluation bien sûr, pour présenter l'offre de cession de manière efficace, pour diffuser l'offre, pour rechercher activement des repreneurs éventuellement quand ça s'impose, pour intermédier, parce que ne serait-ce que pour garantir la confidentialité, mais aussi la qualité des échanges et des mises en relation, et accompagner aussi bien sûr la négociation et la transaction. Donc, en gros, voilà. Donc, en ce qui concerne ma structure et celle d'Alexandre, on intervient à différents niveaux. Donc, on peut dire plutôt pour les services de la CCI en amont jusqu'à l'intermédiation. Donc, pour faire simple, jusqu'à la mise en relation entre un repreneur et un cédant. Pour bien sûr les experts comptables, mais aussi d'autres types d'expertise comme les avocats, par exemple, qui ont un rôle important aussi dans la négociation. Donc, il y a beaucoup aussi de moments où les experts comptables et le cabinet d'Alexandre en particulier peuvent vous aider pour avancer. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.